Bonjour à tous, j'ai El Professeur, Sylvain Perronnet avec moi, qui revient dans le podcast. Salut Sylvain, comment vas-tu? Salut Laurent, ça va bien et toi? Bah écoute, un petit peu la gorge prise, mais bon, ça va, je survis. En tout cas, moi je sais pas comment tu fais pour faire une tournée de rockstar comme ça. Enfin, tu me dis, qu'est-ce que tu me disais? Ouais, non, mais je peux pas tel jour parce qu'en fait, je finis la masterclass et je m'en vais à 6 heures du matin. Je dois faire un cours à 9 heures et tout. Ah, Laisse ça, tomber, c'était quoi. il y a 2, 3 semaines. Là, cette semaine, il n'y a que 2 jours. Tu vois, c'est facile. Et comment s'est passé, au fait, la masterclass sur 2 jours? Bah, c'est la semaine qui vient, là. Ah, c'est la première là. Donc, je te dirais, Effectivement. ça commence jeudi. D'accord, d'accord. Et ton Tour de France, sinon, se passe toujours aussi bien. Tu fais Écoute, on salle fait pleine. plutôt salle pleine. Bon, là, on a un petit peu loosé sur les prochaines dates parce qu'on les a placées sur les ponts ou dans les vacances, mais on est quand même rempli, donc tout va bien. Est-ce que ça commence à se revendre au marché noir, les tickets d'entrée au masterclass des frères Perronnet, ou pas encore? Pas encore, pas encore. Je n'avais pas vu circuler sur eBay, mais bon, ça devrait pas tarder vu le succès du truc. Ouais, mais il faudrait qu'on donne des tickets anonymes pour ça. Faudrait qu'on essaye ça, le Bitcoin de la formation. Mais en plus, moi, ce que je vois, je suppose que tu es au courant aussi, mais il y en a qui commencent à faire des tools, je veux dire, ça fourmille, là. Ouais, ouais. T'en as qui, enfin, on va avoir là incessamment sous peu, en tout cas, deux, trois petites choses qui sortent, qui plutôt sympathiques, basées sur tes formations finalement, hein. Il y en a qui appliquent. Moi, j'ai vu au moins 2, 3 personnes qui ont appliqué ce qu'on donne dans les masterclass et puis des choses qui sont pas encore en formation mais qu'on va bientôt faire. Genre les bandits manchots, etc. Une personne qu'on connaît tous les deux qui les a utilisés avec visiblement beaucoup de succès. Ouais. Voilà, et puis on va d'ailleurs en faire une formation comme ça marche. Mais, mais non, non, on a des gens qui commencent à développer des trucs pas mal et bah, on est content nous surtout parce que bah, ça montre que ça sert quoi, c'est utile. Ben, de toute façon, c'est en tout cas une approche qui est clairement novatrice. C'est pas parce que c'est toujours pareil. Quand tu montres une solution, enfin un problème, et surtout les fameuses fausses solutions, c'est-à-dire qu'on a utilisé tous une fausse solution qui, ok, fait un peu du bricolage et donne ce qu'elle donne, mais ça n'a rien à voir avec la, ta solution qui, elle, a beaucoup plus de sens du point de vue, enfin, ne serait-ce que statistique, quoi. Ça me semble assez logique de ce point de vue. Mais, ben, je sais pas si on parle statistique, mais non, on va plutôt parler moteur de recherche. Parce que je t'appelais au secours, Ah, parce que voilà, j'entends toujours de plus en plus, ça y est, on est foutu. Google, il a recruté les meilleurs chercheurs en robotique, je sais pas ce que c'est, la science du cerveau, en ADN, en machin. T'as fait une conférence, enfin j'ai fait une conférence sur Google Now où j'ai montré à tout le monde que ça y est, Google savait tout de nous et qu'il pouvait anticiper, enfin la fameuse recherche prédictive ou recherche anticipatoire, je sais pas comment on traduit en français, predictive search. Donc ouais, d'un côté, on donne un peu l'impression que Google devient super intelligent, et de l'autre, moi je veux tout simplement te poser la question, est-ce que oui ou non, Google comprend ce qu'il lit? alors, moi, je vais dire non alors, pour le dire rapidement. En tout cas, pour l'instant, à mon avis, on en est vraiment loin. Par contre, Google sait faire des prédictions qui peuvent s'avérer exactes, etc. Est-ce que ça veut dire que Google comprend ce qu'on fait intrinsèquement? Non, il n'y a pas de volonté de compréhension réellement de la machine derrière. Par contre, il y a la capacité mécaniquement de mettre en évidence des patterns et donc de voir des choses qui sont vraies, et voilà, d'aller au-delà de la corrélation, de repérer des événements, de voir comment ils se corrèlent, et puis après d'essayer de voir la causalité entre les événements. Tout ça, c'est faisable mécaniquement au niveau de Google, Et ça reste de l'interprétation, pas mais de la ça reste compréhension, exactement de l'apprentissage des de données l'apprentissage. mécaniques, de la même manière qu'un chien peut apprendre à s'asseoir quand on lui dit de s'asseoir. Et donc, on est vraiment dans un schéma où on apprend mécaniquement des choses à la machine et que la machine sait les faire. Et elle les fait plutôt bien d'ailleurs, même plutôt mieux que l'être humain sans doute dans bien des cas, mais ça reste une approche très machiniste, sans créativité en fait derrière, sans possibilité par exemple de s'adapter facilement à l'imprévu. Parce que tu me citais aussi l'exemple de Google Flux, hein, donc les données sur la grippe, qui effectivement, pour n'importe qui comme ça, mais en dehors de la profession médicale, peut être très impressionnant. C'est vrai que moi ça m'a impressionné, mais tu me disais que finalement c'était un peu bidon leur truc.
C'est oui, sans dire bidon, souvent, bah voilà, ça fait rire les médecins, quoi. Ils disent, alors ils disent c'est très utile parce qu'ils veulent que les gens continuent à travailler là-dessus, mais ils disent ça donne rien d'exceptionnel, ça donne rien qu'on pouvait pas savoir autrement, etc., etc. Donc on est dans un schéma où il y a un processus connu qui a été automatisé avec des résultats qui pour l'instant sont pas encore au top, qui vont probablement s'affiner au fur et à mesure du temps, mais ça, voilà, pour l'instant, on n'est pas à l'intelligence. Il y a un autre exemple, par exemple, on n'en a pas parlé, mais en traitement d'image, on a le même genre de truc. Les gens disent, on veut faire du traitement automatique des images du cerveau pour repérer les tumeurs. Donc, le faire automatiquement, c'est plus efficace que de mettre un médecin qui coûte une fortune devant les images. En vérité, ça marche assez mal. Donc, on peut faire un pré-tri, on peut soulever des alertes, mais on peut pas faire quelque chose qui permet vraiment de décider qu'il y a un truc qui est bizarre. Et donc, il y a des choses qui se font qui peuvent aider les humains experts, mais pas qui ne peuvent pas s'y substituer pour l'instant, en tout cas. Mais on peut faire de belles choses. On peut faire de la prédiction, etc. Au Tech NSIO, avec Guillaume, on a fait une conférence où on parlait des algorithmes de machine learning de base, un petit peu. Et effectivement, on peut faire des trucs de prédiction qui vont bien marcher 70% du temps ou 60% du temps. Actuellement, un e-commerçant qui met en place un mécanisme de prédiction qui 60% du temps ne se trompe pas, c'est le roi du pétrole. Parce que personne n'a ça. Mais Ouais. c'est pas l'intelligence. Mais Voilà. en plus, il faut rappeler quand même que c'est un petit peu ta spécialité, tous ces trucs de suggestion, prédiction, tout ça. C'est quand Oui, même. oui, moi, c'est voilà, plus ça à l'origine d'ailleurs les moteurs de recherche. Donc, bah, maintenant, je suis content parce qu'on commence à pouvoir l'appliquer au niveau du search et puis des réseaux sociaux, etc. Mais oui, oui, Mais explique-moi, il y a des fois, je regarde surtout LinkedIn là. Hmm. LinkedIn, récemment, je sais pas, ils ont fait un update d'algo ou je sais pas quoi, mais il va me trouver des suggestions. Je sais pas où il est allé les fouiller celles-là. Enfin, elles ont du sens, hein, je veux dire, mais où est-ce qu'il est allé les trouver? Je me pose des questions. Hein, comment il est allé trouver ces trucs-là, ces connexions qui datent de Mathusalem, enfin voilà quoi. Ce qui est impressionnant, c'est en fait, c'est que tous les trucs, par exemple, quand on parle du knowledge graph, etc., bon, il y a le truc de base qu'on connaît tous, mais après, il y a ce qu'on appelle l'inférence derrière, pour essayer de repérer des connexions cachées entre les gens ou entre les entités. Et c'est vrai que la machine est capable de faire des cheminements qui paraissent étonnants, parce que nous, on veut pas les voir, ou voilà, il y a tellement de données qu'on n'arrive pas à les voir en tant qu'être humain. Et LinkedIn fait probablement ça depuis peu, avec un espèce de graphe de connaissances. La vraie question, c'est où est-ce qu'ils ont eu les données? Ouais. Ouais. Parce qu'il y a une partie, on leur a donné, mais il y a une partie, moi, j'ai pas forcément l'impression d'avoir donné certaines données à Ah LinkedIn. ben c'est clair, quoi, honnêtement. Hein. Donc, Ouais. mais ils les ont eu quelque part. Donc, la vraie question, c'est avec qui ils bossent pour avoir les données. Mais en parlant de ce genre de choses, est-ce que parce que Prisme, pour la plupart des gens, c'est ah, je suis espionné, etc. Mais en fait, si j'ai bien compris, Prisme, c'est finalement aussi une étude des connexions. Ce qui Tout- intéresse le Prisme, c'est ça, c'est les relations entre les gens, plus moi, que je, vraiment qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils racontent, quoi. moi, je suis pas un spécialiste de exactement chaque programme de sûreté, etc. Mais j'ai beaucoup lu le truc sur le recoupement de données par les microdata. Donc, toutes les données juste de connexion, etc. Et en fait, c'est impressionnant. Si on croise une donnée GPS qui est personnelle avec une microdonnée avec quelque chose d'autre, en fait, on peut tout savoir d'une personne. L'exemple qui était donné dans je sais plus quelle conférence, c'est tu appelles un médecin, ensuite tu vas sur un site web qui parle d'une certaine maladie, et puis ensuite tu te déplaces dans une clinique. À aucun moment tu n'as vraiment donné une donnée autre chose que j'accède à quelque chose. Pourtant, les gens peuvent savoir que tu es probablement malade de telle maladie. Et donc, on va dire la capacité à juste voir les actions que tu fais sans réellement avoir le contenu de l'action, mais simplement le fait que tu fasses telle ou telle action permet de tout savoir de toi. Et ça simplifie. Et c'est vrai que si tu parles à quelqu'un tous les jours à telle heure, alors que ta femme est par exemple au travail connectée et que la personne à qui tu parles c'est une belle jeune femme, voilà, le moteur peut décider, ah, il se passe quelque chose de louche par là. Pourtant, personne n'a écouté ta conversation. Ouais, ouais. Et voilà. L'autre exemple qui était donné, ouais, exactement, c'est celui-là. C'est quelqu'un qui appelle un centre d'aide aux malades du sida et qui après va faire une prise de sang. Même si personne n'a écouté ce qui se passait ni dans un endroit ni dans l'autre, on peut deviner qu'il se passe quelque chose autour de cette personne par rapport à sa maladie. Voilà. Mais en parlant de maladie, justement, il y a toujours ce mot de transhumanisme qui revient, on en parle beaucoup, c'est très à la mode. En parlant de Google, et surtout, je pense, parce que Larry Page a cette fameuse maladie là de la gorge, donc il est un petit peu.
Et Sergey Brin est malade aussi, enfin malade. Il est potentiellement malade avec, je sais plus, c'est une sclérose en plaques ou non, la maladie de Huntington, c'est ça? Je sais. Enfin bon, Parkinson, bref. enfin bon, une maladie, oui, quelconque. Ils ont des trucs un petit peu relous et ils sont un petit peu obsédés quand même avec cette idée de combattre la maladie, combattre la mort, qu'est-ce que vivre plus longtemps. Et on en vient à ce dilemme où d'un côté, il y a la tendance, on fait des robots qui vont devenir de plus en plus intelligents et on se dirige vers Skynet, Terminator ou d'autres, ou iRobot ou je sais pas quoi. Et de l'autre, c'est on va augmenter l'humain. Alors, il y a aussi, on en parlait, hein, plusieurs façons d'augmenter l'humain. Il y a une manière virtuelle ou alors vraiment augmenter les capacités, style pour les handicapés qui peuvent faire les Jeux Olympiques. Voilà, ça c'est de l'humain augmenté physique. Et puis après, c'est de pouvoir te donner une réalité qui soit extraordinaire, où tu marches au plafond, où tu fais plein de choses qui sont pas possibles. Donc toi, où tu te situes entre ces deux courants, ou quel est ton favori là-dedans? Bon, alors déjà, moi, je fais, comme tous les geeks, je fantasme un peu sur toutes ces idées. C'est normal, je veux dire, on appelle à un imaginaire, je pense, qui est très commun aux gens qui aiment aimer la SF, qui sont informaticiens, etc. Et je pense que c'est de là que ça leur vient beaucoup, cette idée-là. Après, on parle de deux choses différentes. Alors moi, c'est je le dis for the record, mais ce que je disais à Laurent, là, je m'adresse à tout le monde, que l'humain est déjà augmenté d'une certaine manière. En fait, c'est vrai que l'humain est augmenté. On a des terminaux qui nous donnent accès à l'information, etc., etc. Donc, on a une interface qui est pas forcément, on va dire, pratique, parce que voilà, il faut un terminal dans la main, il faut une tablette, faut que sais-je. Mais on est d'une certaine manière déjà augmenté. Puis on peut prendre toutes sortes de médicaments, de trucs pour s'améliorer. Ceci étant, l'humain augmenté avec vraiment une capacité qui devient native en fait à accéder aux choses et puis je sais pas une résistance naturelle aux maladies, etc., etc. C'est quelque chose qui probablement si la civilisation s'écroule pas avant finira par arriver au moins un petit peu. L'assistance totale des personnes par des robots, etc. Moi, je suis toujours encore dubitatif parce que ça demande des progrès énormes dans beaucoup de domaines. Euh, Ça demande des progrès sur tout ce qui va être automatique, électronique, etc. Ça demande des progrès mathématiques, ça demande des progrès algorithmiques pour avoir une intelligence embarquée plus forte. Alors je dis intelligence, là encore à comprendre, c'est une intelligence mécanique, mais en tout cas la capacité à mimer des comportements intelligents, comprendre ce que les personnes attendent, etc., etc. Tout ça, ça me paraît encore assez lointain et peut-être plus loin que l'humain augmenté ou l'humain augmenté quelque part, par exemple le fantasme de la puce dans le cerveau d'une personne, etc. Dans la notion d'humain augmenté, il y a toujours l'idée que l'être humain va réussir à créer sa propre interface si on lui offre juste l'accès dur à la machine, alors que quand, dans le cas d'un robot, il faut créer l'intelligence complètement. Donc dans un cas, ça nécessite de comprendre ce qu'est l'intelligence, alors que dans le cas de l'augmentation, on est juste en train d'offrir au cerveau un nouveau câble, et le cerveau va apprendre lui-même à s'en servir. Et il y a d'ailleurs des expériences super impressionnantes sur des singes avec des électrodes dans le cerveau. Donc il y a tout un tas de trucs, des électrodes qui sont... enfin bon, je ne vais pas en parler pendant des heures, mais voilà, il y a tout un tas de systèmes d'électrodes dans le cerveau, mais en vérité, on n'apprend jamais enfin, il n'y a pas de mécanisme informatique qui dit s'il se passe ça dans le cerveau, alors l'électrode le repère et va faire telle ou telle chose plus loin. Ce qui se passe, c'est que le cerveau apprend à envoyer des impulsions sur les électrodes pour faire quelque chose. Et donc on apprend, enfin, les singes apprennent, et je crois qu'il y a un être humain qui a été cobaye une fois, apprennent par un mécanisme de récompense à activer les choses avec leur cerveau, et donc ils créent des nouvelles fonctions dans leur cerveau pour apprendre à utiliser cette nouvelle interface. D'accord. Et ça, c'est impressionnant parce que, et c'est là où je dis, ça paraît quelque part à un moment donné presque plus facile que le robot parce qu'à un moment donné, on délègue une tâche au cerveau sans savoir comment il fait pour faire les choses. Ouais, ouais. Il faut voir que le cerveau humain, c'est un truc fantastique. Il y a des exemples de personnes qui, par exemple, il manque la moitié du cerveau et on ne s'en rend compte qu'un jour parce qu'incidemment, ils passent un scanner. Mais ces gens-là ont vécu comme tout un chacun sans problème. D'accord. Donc le cerveau a une plasticité qui fait qu'on a l'impression que... Alors ça, c'est pour l'augmentation, on va dire, cérébrale et tout. Après, il y a des augmentations, je pense, complètement autres, physiques et tout. Ça, on finira bien par y arriver d'une certaine manière avec des prothèses, des choses comme ça, puisqu'il y a déjà des systèmes de prothèses tout à fait efficaces et ils sont de mieux en mieux. Par exemple, le truc... il y a eu ce gadget qui est sorti, qui a été crowdfundé, etc., avec un anneau qui est autour du muscle et qui repère en fait les signaux électriques qui sont émis par les nerfs, etc., dans le muscle, et qui permet en fait après de contrôler des choses à distance.
C'est aussi une forme d'augmentation. C'est non intrusif puisque c'est un device qui est scotché sur le bras, mais c'est une augmentation. Ça permet de contrôler des choses à distance. Donc ça, on en est proche. Par contre, tout ce qui est, 3D, réalité virtuelle, etc., je me rappelle plus, c'est pas les Google Glass, c'est une autre, enfin encore un truc de lunettes que tu te mets, mais j'ai essayé Focus, ça, c'est Focus, ouais. hallucinant, quoi. T'es vraiment plongé dans le truc, hein. Là, t'es en immersion totale dans un autre univers. Voilà, c'est Matrix, quoi. I know Ouais. Kung Fu. Mais ça, c'est des choses. Est-ce que c'est de l'augmentation ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est de la, oui, c'est de la, ouais, ouais, c'est pas l'humain augmenté là, c'est de la réalité augmentée, je sais pas, enfin, de la virtualité. En tout cas, on est très loin de Second Life, quoi. C'est de la virtualité très réelle. C'est de la virtualité réelle, voilà, ouais. Oui, oui. Non, je pense que c'est différent. Et je pense que par contre, là, c'est quelque part quelque chose qui est plus immédiatement utile d'ailleurs dans le futur. On peut très bien imaginer, c'est toujours comme ça que c'était vendu. Le couple réalité virtuelle robotique, ça permet d'éviter les dangers pour les humains dans tout un tas de situations de crise où il faut aller déblayer des déchets nucléaires, etc., etc. Et cetera. Et donc, voilà. On fait Alors, ça. Un drone, c'est exactement ça. Un drone, c'est on déporte le danger sur une machine. Le drone, c'est une machine de guerre, il n'y a plus besoin d'humains. oui, ben, je lisais récemment, je sais plus où, effectivement, que maintenant, enfin, la fameuse guerre propre, c'est tout à fait viable, quoi, hein. C'est un concept qui est, enfin, dans une certaine mesure, si ceux en face aussi avaient les mêmes moyens, mais le problème, c'est que Ça. Et est-ce qu'une guerre propre a encore un sens et un intérêt pour le truc? Je ne sais pas. ben, il faut bien que quelqu'un meure au bout du compte quand même, hein, quelque Hein. part. Il y a bien un gagnant, un perdant. Mais disons que en termes d'économie humaine, même s'il y en a quelques-uns qui meurent, il y en a beaucoup moins qu'auparavant, quoi. Disons que l'impact est beaucoup plus important. En tout cas, Euh, beaucoup moins de soldats qu'avant. Beaucoup Peut-être moins de soldats. plus de civils, peut-être, mais bon, ouais, c'est une autre. Mais je pense que les généraux ont vraiment beaucoup à apprendre de la guerre psychologique menée par Google, là, parce que tu te rends compte la puissance de feu d'un tweet de 97 caractères qui arrive à faire fermer une société dans la journée, je parle de Buzzea. Hmm. Est-ce que n'importe quelle armée est capable d'avoir comme ça cette puissance de communication, de dire comme ça instantanément, tout le monde au garde à vous. Et moi je crois qu'ils en rêveraient, hein, de pouvoir En tout cas, avoir cet impact. il faut une menace physique vraiment crédible pour obtenir la même chose par la menace physique. Hein, mais Ouais. c'est sûr que si l'armée américaine dit à Buséa qu'ils sont où, ils étaient où? En Belgique, en Suisse, en France? Je ne sais même pas où En ils étaient. France, En France quoi. France, ouais. Si l'armée américaine dit on va venir jusqu'en France pour. Là, je crois que les mecs vont rigoler, quoi. Par contre, quand Google dit quelque chose, bah ouais. Mais Bon, alors, moi, je pense qu'ils ont over-réagi quand même, hein, Buséa. Ils auraient pu non, quand même. c'est un peu bizarre. Enfin, il y a des rumeurs qui disent que ben, finalement, voilà, ça les arrange un petit peu au niveau sous, tout ça. Bon, bref, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, donc on va pas en parler. Bon, mais non, tout ce que, en fait, le message, est-ce que vraiment Google, on, on doit en avoir aussi peur que ça? Est-ce que finalement, ça y est, c'est foutu, il est devenu tellement sophistiqué que on peut plus le spammer? Est-ce que, voilà quoi, est-ce que c'est Alors, mort le SEO? moi déjà, le SEO n'est pas mort, je vais le dire très clairement. Est-ce que Google, on ne peut plus le spammer? Ouais, je crois que tout le monde, tous ceux qui le font, en tout cas, vont dire que bien sûr que si, on peut, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai en discutant avec les gens qui ont ce genre de pratique, parce que moi, je n'en sais rien, hein, bien sûr. Euh, Ceci étant, bien sûr, on va vers une amélioration. Ça va demander de plus en plus de travail de spammer. En fait, on va se diriger vers un truc où les spammers vont eux aussi inclure de la vraie intelligence dans leur procédé de spam. Quand on voit sur le contenu déjà, je veux dire, rappelons-nous ce que c'était il y a 10 ans et ce que c'est maintenant l'utilisation de contenu foireux pour faire du spam. Je veux dire, même quand les gens disent je fais du mauvais spin, ça reste à des kilomètres au-dessus en qualité par rapport à ce qu'on faisait avant, quoi. Donc moi, je pense que plus ça va, plus les gens progressent aussi dans les contre-mesures à Google, quoi. Enfin, je sais pas, il faut voir ce que Sylvain Doré a présenté au Tech and SEO en matière de spin. Voilà, il y a des choses qu'on peut vraiment faire pour mesurer la qualité, pour bien travailler et tout. Ben, moi j'ai tendance à dire, ouais ok le spin, mais de, dans la mesure, enfin, au niveau où le font des gens comme ben, Cat and SEO, enfin,
ou Karim ou Sylvain, effectivement, mais 99% des trucs que je vois, enfin, de best spinner, tu vois, avec une base de données de synonymes, et puis en avant, laisse tomber, quoi. D'ailleurs, C'est même incroyable que The Best Spinner soit encore utilisé. C'est le seul outil de spin qui a été craqué par les chercheurs de Google. Le seul. bon, c'est même pas un chercheur, le gars, David Wang, là, c'est un petit jeune. C'est un thésard. Ouais, voilà, quoi, je veux dire, c'est même pas le mec, c'est même pas une superstar, quoi. Ah bah Enfin, non, non, et puis c'était pas très difficile hein, quand on voit la description du travail, voilà quoi. Mais c'est incroyable parce que les gens voilà, ils s'en servent quand même de l'outil. ouais, ouais, alors qu'il est flagué, enfin, je veux dire, t'as lu comme moi Ouais. le bordel, là, enfin, voilà, c'est mort, quoi. Mais après, quand je vois les tests que j'ai fait en faisant vraiment du contenu de la bouillie, hein, je te dis, où je prends, genre, des chaînes allez, entre 2 et 4 mots aléatoires, machin, et j'incorpore dedans des stop words, tu vois, alors, le truc, c'est qu'il faut du volume et que ça marche pas sur toutes les requêtes. Ouais. Parce que, bien évidemment, les filtres sont pas les mêmes mais ça passe encore, hein. Après, il faut. C'est pas c'est mon dada, c'est pas mon métier. Donc, on verrait. Si ça devait être mon modèle économique, peut-être que je raisonnerais autrement. Ou alors, il faudrait vraiment que je déploie de manière industrielle ce genre de choses. Plus que ce que je fais aujourd'hui. Plus. Il y en a qui le font d'ailleurs. Oui. Je vais pas balancer, mais je suis sur un forum qui, ma foi, est plutôt intéressant à d'autres forums là, depuis peu, où il y a des petits jeunes comme ça, et ils y vont, les mecs, et ils hésitent pas, ils ont peur de rien, ça marche, quoi. Ça marche pas longtemps, mais ça marche. Et donc non, il y a des trucs, il y a des trucs marrants, quoi. Ceci étant, moi, je pense qu'on va aller vers une montée en gamme je sais pas comment on dit, des référenceurs agressifs, c'est comme ça qu'on dit, ou qui utilisent des techniques avancées. Je pense que forcément, il va y avoir une vraie montée en compétences très forte avec des gens qui vont créer leurs propres outils parce que ce sera la seule manière pour eux d'avoir des trucs différenciants et tout, quoi. Il y en a qui ont commencé et on va vraiment aller vers ça de plus en plus. Bah, ce que je vois de plus en plus, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de vendre des pelles aux chercheurs d'or, quoi, hein. Il y a de plus en Ça, plus ça, d'outils qui il y en servent a à machin, quoi. ça. D'ailleurs, moi, je suis même assez surpris du nombre de personnes qui réinventent les mêmes outils. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de choses qui se dégagent vraiment, quoi. Oui, non, mais enfin, des outils, on m'en soumet tout le temps, hein, genre des outils d'audit, machin, ou de recherche de mots-clés bidule, ou de suivi de trucs. Il y a vraiment rien, en tout cas, qui remplace. Là, par contre, encore une fois, ça confirme que, moi, je suis désolé, mais quand je fais le tour d'un site à la main ou quand je le passe dans un outil, il n'y a pas photo, quoi. L'outil, il me faut 3 secondes et demie pour faire un reverse engineering sur sa manière de. On parle notamment des outils de détox pour les liens, tu vois, pour Pingouin. Ouais. L'outil va te dire quels sont les liens toxiques. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de deviner comment il fonctionne pour déterminer quels sont les liens toxiques. Il faut un petit peu plus de jugeote que ça. Mais bon, à la limite, très bien, tant mieux, hein. Il, il faut bien des gens pour acheter les outils, quoi. Donc, il en faut. Enfin, c'est un marché. Et il faut pas qu'il soit trop bon, sinon il n'y a plus personne pour acheter les prestats. Exactement. Donc il en faut pour Exactement. tous les coups. Ouais. Non, mais nous sommes des artisans de la formation et encore des. Voilà, quoi. On n'a pas du tout industrialisé comme l'ont fait d'autres. Je pense à SMX ou des choses de ce calibre, où là, c'est effectivement beaucoup plus impressionnant. Mais euh, est-ce qu'on. Est-ce que c'est finalement qu'un rêve de sortir de l'artisanat du SEO? On voit bien que même ce qui se passe avec le SEO Camp, etc., on est quand même dans un petit microcosme où on mouline pas mal et puis on navigue à vue, quoi. Il y a pas de vision globale ni d'ambition comme ça à long terme. Et on est toujours, le SEO est toujours calé entre le marketing, la com et d'autres strates. Voilà, quoi. Et moi, je trouve ça étonnant parce que, alors là, on dévie largement de l'intelligence artificielle et de Google. Il y a de plus en plus d'agences qui sont regroupées, enfin voilà, des plus gros acteurs qui, eux, ont des visions assez normées de tout ça. Et c'est vrai que, quelque part, nous, même avec Guillaume, hein, on récupère pas mal de gens qui viennent nous voir, qui disent, bah voilà, la vision normée, elle marche pas pour mon cas. Alors, qui est-ce qu'il faut que j'aille voir vraiment pour avoir un travail pour moi, spécifique, qu'est-ce qu'il faut que je sache, etc. Et donc,
ça perd pas mal de gens. Et ce que je vois, c'est que finalement, même les très très grosses agences, elles sont pas non plus super au point sur tout ce qui se passe, etc. Mais c'est normal, c'est des grosses structures. Et le problème des grosses structures, c'est qu'elles sont pas forcément réactives. Donc c'est difficile pour les gens d'être au top, quoi. Mhm. Mais pour tout le monde, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour les agences, voilà. Est-ce que t'en fais toujours des formations en plus en one-to-one, comme tu faisais à une époque? On en fait un peu moins parce que bah, les gens, il y a une partie des gens qui faisaient ces formations one-to-one qui Mhm. trouvent le bonheur dans les formations en groupe, un type masterclass. Mais on en fait encore, mais on en fait beaucoup plus dans le cas où de gens qui ont déjà derrière eux un historique très lourd de choses qui n'ont pas fonctionné, de pénalités, et donc ils ont des questions très précises sur leur site. Donc en fait, ils savent à peu près le contenu de nos masterclass, par exemple, parce qu'ils ont dû en parler avec des gens qui sont venus, parce qu'ils ont vu les slides, je sais pas, enfin bon, peu importe. Et donc ils ont déjà des questions très précises, et ils savent que voilà que le seul moyen de vraiment avoir la réponse, c'est de faire une formation que pour eux. J'ai entendu qu'à Nice, ça avait été une session assez canon, là. Il y avait du lourd dans l'audience. Et puis j'ai l'impression que ça leur a plu, Ouais. donc oui, Le problème de ta... Tu veux que je te dise le problème de ta formation? c'est qu'elle est pas assez chère. Non, c'est pas ça. Ah bon? Ah, merde alors. Non, elle est pas assez chère, mais ça, c'est finalement très bien aussi, quoi. Je sais ce que tu vas dire et j'ai la réponse. Vas-y, dis-moi. Non, c'est qu'il faut y aller plusieurs fois. Moi, je suis obligé de revenir, là. Bah écoute, la formation de 2 jours, tu viens quand tu veux. Bah, 2 jours, un jour, j'en sais rien, mais le problème, c'est que la première fois, on absorbe plein de trucs, on a plein d'idées, et effectivement, j'ai l'impression qu'il faut un deuxième, remettre le couvert pour quand même affiner et plus se concentrer sur des éléments spécifiques Ouais. qui t'intéressent, enfin pas qui, j'allais dire qui t'intéressent plus, non, c'est pas que ça t'intéresse plus, mais sur lequel tu as envie de bosser, et notamment cette fameuse, il faut que je garde des forces pour la fameuse partie 4 sur les fermes de liens, quoi. Et alors, moi, je parle de la 2 jours parce que vraiment, là, on a fait un très très gros travail avec Guillaume pour mettre tout un tas de nouveaux trucs et préciser certaines choses. Et objectivement, je pense qu'il y a des trucs qui vont vraiment plaire. Notamment, il y a une partie, ouais, on parle de Hummingbird, on parle de tout ça, mais sur le knowledge graph et le cocon sémantique mis ensemble, par exemple, Ah, il y a une partie, je pense, qui peut t'intéresser. Il n'y a pas besoin, en 3 slides, on explique le truc, mais objectivement, il y a des choses à faire. Il y a des choses invraisemblables. Ça justifie, par exemple, l'obtention de liens. Je sais pas, sur des sites qui parlent du nucléaire aux États-Unis pour pointer vers qui? Vers la page web de Megan Fox. ok, Et ça fait de la continuité sémantique. Ah oui. d'accord. D'accord. Ben, une ou deux fois, j'ai parlé de ta transformation sémantique d'un site de jardinage vers un site porno grâce à l'élément commun du concombre. Eh oui. Ça fait toujours son effet. Ah bah, c'est pour ça qu'on a choisi cet exemple-là. On aurait pu prendre d'autres exemples, mais ça parle beaucoup moins aux gens. Ouais, tu vois, genre, on parle de moteur, ok, il y a le référencement et il y a les voitures, ça c'est moins sexy, quoi. C'est ça. Écoute, mais bon. Ouais, ouais, non, non, Et, là, et il va y avoir des nouveaux trucs, quoi. Je pense que c'est le moment de revenir, par exemple. ben, écoute, il faut. C'est quoi les dates? Attention, Laurent regarde direct son agenda dès la semaine prochaine, si tu veux. Non, on regardera ça tout à l'heure. Bon, bref, et quoi de neuf au programme, mis à part. Enfin, déjà, tu as un agenda bien rempli, il y a les bouquins, etc. Il y a les masterclass, il y a ta nouvelle carrière. Maintenant, ça y est. Maintenant, on peut le dire, dès le 3 septembre, voilà, on va dire une société type labo R&D spécialisée justement machine learning, etc. Voilà. Donc maintenant, c'est officiel. La rumeur courait, mais c'est bon. Ah, Tu vas révolutionner le search. j'espère que je vais tout révolutionner parce que je suis un peu mégalo, mais oui, le search, un peu de traitement d'image, des choses comme ça. Attends, si tu fais ça, c'est au moins pour révolutionner un truc. Sinon, à quoi ça sert de le faire, quoi? Bah oui, oui, bien sûr, ça c'est l'idée derrière. Après, révolutionner quoi, je sais pas encore. J'ai trop de choix, je sais pas quoi faire. Non, 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 effectivement, on va beaucoup travailler sur le search dès le début, et puis aussi bah, sur des trucs, ouais, un peu d'image, puis des choses plus bah, justement liées au machine learning, directement de la théorie des jeux, etc. Waouh. Un truc sur lequel je travaille depuis longtemps et on veut faire des choses, donc après, on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Non, mais c'est cool. En fait, il faut qu'on fasse vraiment plus d'une discussion par an. Il y a toujours
le fameux anniversaire du podcast, mais il faut que tu reviennes plus souvent parce que c'est toujours intéressant. On, et surtout par rapport à ces discussions où finalement, ben, il y a d'un côté, tu vois, tout cet effet où voilà, Google embauche des superstars en robotique, en intelligence artificielle, en tout ce que tu veux, et on a l'impression, nous, du côté, enfin, voilà, du côté mécanicien ben, ok, moi j'ai un BEP mécano, je sais réparer le moteur de ma Twingo, mais si en face, là, il y a une Formule 1, comment je vais faire, quoi? Alors que peut-être finalement, ça reste quand même qu'un vieux bousin des années 90 qui bricole petit à petit comme ils peuvent et qu'ils essayent que ça déconne pas trop finalement, au final, quoi. Plus qu'essayer de le révolutionner et de le rendre si intelligent que ça, quoi. Ouais, et puis alors c'est amusant parce que bon, avant, je dévoile les secrets du podcast, mais avant qu'on commence le podcast, tu parlais de l'infrastructure de Google, etc. Et c'est là où tu vois la pénalité qu'a une très grosse structure avec une infrastructure déjà préexistante. Parce qu'au-delà des limitations de l'infrastructure en tant que telle, hein, c'est ce qu'on évoquait tous les deux tout à l'heure, mais tu as vraiment le truc où toutes les avancées que Google fait doivent s'inscrire dans une infrastructure déjà existante, qu'ils ne peuvent pas modifier d'un coup. Et Ouais. donc, ils ont un vrai. Ça doit être vraiment très compliqué. Et il doit y avoir une vraie stratégie de développement, de développement intellectuel, recherche, etc., qui doit être vraiment très bien pensée pour que les choses se fassent doucement, quoi. Mais c'est vrai qu'on retrouvait plus la source, donc on a décidé de pas en parler, mais et puis c'était au campus tard le soir et j'étais un peu bourré quand on m'a donné la référence. Mais effectivement, apparemment, il y a une vraie limite physique à Google de par son infrastructure et le fait que ce soit pas un moteur dématérialisé, enfin avec d'autres systèmes que des vrais data centers, etc. Donc ouais, l'économie des ressources, enfin, tous ces trucs-là sont des enjeux capitaux pour Google et il peut pas grossir indéfiniment. Finalement, il arrive peut-être à sa limite là, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que cette histoire, c'est un truc, nous, c'est notre dada. À chaque fois, je l'ai dit dans ma masterclass, je sais bien, mais voilà, il y a X data centers, 40, 50, 100, je sais pas. Le jour où Google veut entièrement changer son moteur, l'investissement, c'est tout changer. Donc, c'est des dizaines de milliards de dollars. Hmm. Même pour une société comme Google, c'est difficile. Ouais. Voilà, et c'est vrai que quelque part, les petits acteurs qui arrivent, eux ont plus les mains libres pour faire des architectures beaucoup plus novatrices, et donc il peut y avoir. C'est pour ça que le coût d'entrée sur le marché n'est pas très fort grâce à ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir avec une architecture totalement nouvelle dès maintenant et avoir son rôle à jouer pour gagner quelques pourcents de part de marché. Pas pour gagner 50%, mais pour gagner quelques pourcents. Mais après, dans les projets délirants, enfin, j'en ai entendu encore pas plus tard que la semaine dernière. Enfin, il y a des trucs qu'ils font qui sont géniaux, mais d'autres. Attends, c'était quoi le bordel? C'était. Ok, tu rentres dans un magasin et finalement, ta lentille ou tes Google Glass ou tes boucles d'oreilles, je sais pas quoi, communicant, va en fait te projeter au sol plein d'informations par rapport au produit. Mais quand tu rentres dans un magasin, pourquoi tu vas regarder le sol, quoi? Je veux dire, pourquoi t'as pas besoin de regarder un peu autour de toi les produits, non? Les mecs, ils ont dit, ah ben non, en fait, on va l'afficher au sol parce que c'est plus pratique, ou je sais plus si c'était pas les chaussures qui projetaient, ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, des fois, c'est pas tout à fait. Et ça, je pense que ça, même dès maintenant, ils peuvent le développer, le mettre en action. Après, de l'autre côté, il faut voir un truc, ils ont tellement de cash qu'ils peuvent développer tout et n'importe quoi et voir ce qui fonctionne. Ben, c'est ça aussi qu'on m'a expliqué, c'est qu'ils ont tellement de pognon qu'ils le dépensent dans des trucs, mais complètement absurdes et dans tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est que ces petits trucs absurdes, ensuite, la presse est relayée par les presses, les blogs, etc. Et ça nous donne un sentiment que Google devient enfin, plus que ce qu'il n'est en réalité, parce que ça reste qu'une régie publicitaire et un moteur de recherche. Et les Google Cars et les Google Glass et tout le soin de ça, c'est quand même un peu du gadget, quoi. Ah ben pour l'instant, carrément, ouais. Du gadget qui coûte cher, mais du gadget. Ouais, il n'y a pas de modèle économique autour de ça. Mis à part le modèle économique qui est de changer le monde et de devenir les maîtres du monde. Je ne sais plus qui me parlait d'une conférence Google, je sais plus quoi, enfin bon, bref, où bon, voilà, c'était quand même à demi-mot dit qu'il voulait vraiment changer la société, mais d'une manière différente de Steve Jobs ou de Bill Gates, quoi. Est-ce que c'est vraiment leur rôle d'ailleurs?
est-ce que c'est pas aller trop loin? Est-ce qu'une société comme ça, privée, peut avoir autant d'impact sur la société? Est-ce qu'on peut le laisser faire? C'est la question, c'est même plus au niveau de l'individu, parce que la société a un impact. Apple a eu un impact sur la société, indépendamment de la vision de Steve Jobs. Oui. Mais le truc, c'est, moi je pense que non. Je pense que de toute façon, parce que quelque part, ils se veulent scientifiques, techniciens, ingénieurs, enfin voilà, je sais pas comment on dit, voilà. C'est le rôle des gens comme ça, dont je m'estime faire partie, c'est de proposer des outils et c'est la société qui décide ce qu'elle va en faire. Je C'est la comprends. concierge, c'est les agriculteurs, c'est tout le monde, quoi. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, etc. Et on n'a pas à forcer les gens dans leurs usages, etc. Et je pense que ça devient dangereux quand on commence à vouloir le faire. C'est un délire de mégalomanie, en fait, hein. C'est une question d'ego. Donc, et le fait de pouvoir le faire n'implique pas de devoir le faire. D'ailleurs, c'est pas Oui, parce qu'il mais y a le président qu'il devient dictateur et qu'il fait la guerre à tout le monde. Donc, mais eux, ils tombent dans un délire un petit peu égomaniaque, en fait. Ils pensent savoir ce qui est bon et tout, et ils ont une vision. En fait, c'est amusant. Ils ont la vision de ce que doit être la société du futur, qui est celle d'un adolescent. oui. Et ils ont lu des bouquins de science-fiction et ils veulent, ils fantasment sur ce monde. Après, je peux, voilà, par rapport à type de personne que c'est, leur vécu, etc., on peut comprendre une partie. Je sais pas si je serais meilleur qu'eux à leur place, hein. Mais, C'est très intéressant. Moi, j'adore regarder qui fait quoi chez Google, la personnalité des ingénieurs, des machins, quel est leur historique. On apprend beaucoup de choses finalement, hein, ah oui. comme on disait tout à l'heure là avec c'est Jerry Wang ou Yang ou je sais plus quoi. Effectivement, le brevet machin, il peut impressionner. Et putain, ils ont craqué le spinning et tout ça. Non, en fait, effectivement, le gars, il a 19 ans. Ok, il a étudié de best spinner, il a pris la bibliothèque de best spinner et puis il a dit ben voilà on met un red flag là-dessus. C'est pas non plus. Oui, non, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais ça impressionne quand tu lis le truc avec toutes les formules et tout ça, c'est sûr. Et en plus, il faut pas oublier un truc, hein, c'est qu'il y a un fantasme actuellement dans la société. La société, globalement, dans le monde, n'étant très peu éduquée sur les aspects informatiques, etc., dès qu'un truc est fait par quelqu'un, voilà, c'est incroyable et tout. Je veux dire, le moindre mec qui fait un peu de hack et tout, on trouve toujours que c'est fantastique et tout. Je veux dire, la plupart du temps, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais comme les gens ne maîtrisent pas l'outil et tout, ils trouvent ça incroyable. Oui, ben oui, ça c'est les fameuses démos sur les failles XSS dans les URL qui tuent toujours tout le monde, qui fait Oui, mais voilà. quand il fait un petit. Mais ça se voit à tous les niveaux. Nos hommes politiques ne comprennent pas l'informatique. Oui, Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Il ne faut pas croire que c'est un problème d'éducation, etc. C'est voilà, c'est plus un problème de société. Le changement est intervenu trop vite et donc les gens ne maîtrisent pas tout ça. Et donc dès que quelqu'un fait quelque chose, ça a l'air d'être un magicien, etc. On va l'écouter parce que lui il sait et pas les autres. Et en fait, il sait rien de ce que doit être la société, le magicien. Il sait utiliser l'outil magique. C'est tout. mais l'évolution, est-ce que là on n'est pas en plus devant un problème, là je vais parler plus d'économie et même de la France, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi qui travaillent sur le savoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde, si on compare ce qui se passe en France ou à la Silicon Valley ou même en Corée, ou ne parlons pas de la Chine et du Japon, je veux dire ici on est encore dans voilà, l'industrialisation, mais le vrai capitalisme, le vrai c'est de fabriquer ces espèces de logiciels ou d'algorithmes, que tu en fasses un pour une personne pour 100 millions, finalement ça a coûté la même chose. Et en France, on n'a pas compris ça encore. On est vachement à la traîne. Je pense qu'en France, pour le coup, effectivement, mais en Europe globalement, on a des sociétés qui ne voient pas l'intérêt pour leur propre vie de certaines avancées technologiques, etc. Ils pensent que ça ne leur apporte rien. Et c'est moins le cas dans certains endroits. Faut pas oublier un truc, hein. Aux US, si on sort de l'Ouest, donc la Californie et puis les deux trois États autour, ou alors de l'Est, donc en centrant autour de New York et de Boston, le reste, je crois pas qu'il soit mieux qu'ailleurs, hein. Ah, attends, j'ai traversé les États-Unis en voiture. Laisse tomber. Tu te rappelles le film Délivrance là avec Burt Reynolds? Ouais. Ah ben voilà, c'est ça quoi, hein. Mais moi, j'ai fait le trajet, parce que j'ai fait la visite des distilleries de Bourbon dans le Kentucky et tout, Ouais. chez un pote dans le Tennessee. Donc, on a fait tout le trajet en voiture et tout. Effectivement, ça laisse songer, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais si c'était, si t'avais au suffrage universel, en fait, jamais Obama y passait quoi. C'était à 70% Ça, c'est évident. l'autre en face quoi. Le système des grands électeurs
est fait pour justement juguler la démocratie. Et d'ailleurs, c'est même quelques dizaines de familles qui décident de tout ça, hein, finalement. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. On va pas ni politique ni religion. Exactement. Le, ok. Ben, je crois que j'ai parlé de tout ce que. Est-ce que j'avais autre chose que je t'avais. Euh, je vais te poser une question, Laurent, parce que quand même, pour ton actu, alors c'est quand cette super formation? Mais moi, c'est 14 et 15 juin. D'accord. Et tu vas vraiment tout dévoiler? Ben, ce que je peux en 2 jours, en tout cas. Pas mal. Ce que je peux en 2 jours, je vais. Oui, c'est le format intermédiaire que j'ai trouvé entre. Enfin, de toute façon, comment ça se passe? Soit je garde un format de formation d'une vingtaine de personnes et ça doit être très cher, 2, 3, 4 000 euros, voilà, ça en fait plusieurs milliers d'euros. Soit il faut faire beaucoup moins cher et avoir beaucoup plus de gens, et au-delà de 20 personnes, je ne sais pas faire. Hmm. Voilà. Ou alors j'ai trouvé ce système en disant je vais vraiment pas faire cher du tout, mais ça sera une vidéo, sauf pour quelques-uns qui seront tirés au sort et qui viendront. Et c'est un test. Euh, Il y a eu une réponse extrêmement positive. Après, je vais voir, peut-être que je vais être nul, hein, j'en sais rien, quoi. On va voir. Mais C'est comme ça quand on essaye. faut bien tenter. Et C'est- puis si ça plaît, on répétera le truc. Mais pour l'instant, ouais, ça m'amuse en tout cas. Ça va être un test. Puis surtout, sympa Alors, ce qui est bizarre, c'est que ouais, il y a 3 Bretons et deux sudistes qui ont été tirés au sort. J'avais peur de tirer à des copains qu'on m'accuse de voilà de favoritisme et de tu vois d'arranger mon audience, que ce soit des gens en fait, alors que non, ce sont des gens que j'ai oui soit croisés sur Twitter, mais que je ne connais pas. Enfin, c'est pas des potes, quoi. Ouais, moi j'ai vite fait les noms. Il y en a un ou deux que je connais, je crois, parce qu'ils sont venus aussi nous voir par ailleurs. Je crois que c'est tout. Mais moi, je suis pas surpris. Hein, l'Ouest, la Bretagne et tout, est ultra dynamique en matière de référencement. Moi, ça me surprend pas tellement. Ben, le seul problème, c'est que moi j'avais prévu en fait 30 places, voilà, vraiment pas chères dans la mailing sur lequel allaient être tirés au sort les gens, mais ces 30 places sont parties en quelques minutes, hein, en 20 minutes exactement. Donc j'allais pas au bout, tu vois, de 20 minutes fermer en disant non, c'est bon, maintenant vous allez payer plus cher. Donc j'ai laissé ouvert et le tirage s'est fait sur un nombre un peu plus significatif de personnes. Voilà. Mais sinon, le principe est le même. Et là, j'ai d'autres idées pour autre chose. Euh, et puis, on peut peut-être dévoiler aussi qu'on a quand même un gros projet, tous les Oui, deux. ouais, c'est effectivement, oui. On peut faire un petit teasing là-dessus, voir d'ailleurs si les gens dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que là, on voudrait nous faire carrément un gros bootcamp, genre une semaine, un paquet d'intervenants, vous arrivez avec votre projet existant ou voilà, ou encore dans les cartons et vous sortez de là, c'est fait quoi. Il y a plus qu'à tirer le levier. C'est dur après. Mais... Il n'y a plus qu'à bosser dur, mais en tout cas, on a mâché le travail parce que vous allez passer dans. Il y aura le spécialiste d'analytics, le spécialiste d'AdWords, le spécialiste du linking, etc. Et on voulait le faire pour cet été, mais c'est vrai que là, c'était un peu short pour tout le monde, quoi. Mais je pense que c'est intéressant comme format et il faut absolument qu'on se bouge là-dessus, entre autres choses. Ça, bravo pour mettre la pression, tu sais faire, toi. Ben, maintenant qu'on l'a annoncé, il va falloir le faire, Et quoi. c'est ça, on est. Voilà. Donc si votez plus un, si vous voulez le bootcamp SEO par toute la clique là de voilà, enfin ils s'en sont même pas au courant, mais ils seront Mais ils là. sont là quand même. Ils seront là quand même. Et on sera là pour vous faire autre chose que des petits ateliers de 20 minutes pour regarder en gros si votre site va bien ou pas bien. Là, ça sera vraiment une semaine entière dédiée en immersion sur votre projet par tous ceux qui sont les plus compétents de la planète francophone. Voilà. Et puis, ben, je sais pas quand est-ce que je te revois, mis à part quand je vais venir en Normandie, là, peut-être cet été en fait.
Voilà, bah, t'es le bienvenu. À Bah, Angers, tu viens au web, non, non, moi je ne serai pas parce que là c'est la fin d'année, ça tombe mal. En plus, bah, comme je vais quitter l'université, la fin d'année va être peu propice au voyage, on va dire. Donc ce sera plutôt pour la rentrée, je pense. Bon, ok. Bah, écoute, Sylvain, c'était encore un plaisir de papoter avec toi. Merci. Merci Laurent, À la prochaine. bientôt.